Alors d'abord j'ai 6 petites lectures dont j'aimerais vous parler parce que j'ai commencé le confinement avec un challenge lecture 7 jours, 7 livres. Et ça m'a rappelé d'ailleurs que j'aime pas du tout les challenges 7 jours. À chaque fois j'essaye d'en faire et à chaque fois j'aime pas ça, ça me met mal si j'arrive pas à lire assez en une journée, si j'ai autre chose à faire. Et en tout du coup j'ai terminé avec 6 livres en 7 jours et même peut-être en 8 jours je crois. Donc ça met un peu trop la pression ce genre de truc et j'ai l'impression de moins profiter de ma lecture, donc je le referai pas, mais néanmoins je suis contente d'avoir pu lire ces 6 petites lectures. Ça m'a poussée aussi à lire des petits livres parce qu'en général j'aime vraiment lire des pavés. Je vais commencer avec King Kong Theory de Virginie Despentes ou Despantes, je sais pas, je vais dire Despentes parce que la première nouvelle elle est française. Donc King Kong Theory et Nous sommes tous des féministes de Chimamanda Ngozi Adichie. Donc je les mets un petit peu en parallèle ces deux-là parce que ce sont deux essais féministes, ils sont très différents l'un de l'autre mais c'est de la même nature. D'un côté on a l'essai de Virginie Despentes. Ce livre c'est vraiment un point qu'on tape sur la table. Virginie Despentes elle n'est pas là du tout pour s'excuser d'être une féministe. Elle est là vraiment pour crier sur tous les toits tout ce qui la fait chier, tout ce qui la rend ouf. C'est un discours très direct, très incisif, très cru. Malgré le petit format, elle aborde tout un tas de sujets différents. La prostitution, les violences sexuelles, les dictats de la société. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont abordées dans ce livre. Pour moi c'est un livre qu'on devrait tous avoir lu, vraiment. King Kong Theory de Virginie Despentes, lisez-le, c'est hyper important. Et c'est une vision, c'est pas du politiquement correct. Et c'est ça que j'ai aimé avec elle, vraiment, lisez-le. Et du coup, j'aimerais bien faire le parallèle avec celui-ci. Là, c'est beaucoup plus pédagogue. Chimamanda Ngozi Adichie n'est pas là non plus pour s'excuser d'être une féministe. Et d'ailleurs, c'est un peu au centre de l'essai, c'est vraiment le fait d'assumer dans son cercle d'auteurs et dans son cercle un petit peu intellectuel, d'accepter le fait d'être et d'affirmer être une féministe qui, quand on est dans un milieu qui est très masculin, n'est pas toujours facile et automatique. Et oui, il y a encore besoin du féministe, et d'ailleurs toute la première... Oui, il y a encore besoin du féminisme, et dans cette première partie, elle nous donne quelques exemples qui sont justement là pour nous illustrer ce fait-là. Et j'ai vraiment aimé, donc c'était beaucoup plus pédagogue, beaucoup plus soft. C'est peut-être un peu plus pour les débutants, pour les gens qui s'initient au féminisme, mais c'est très intéressant. Et j'ai particulièrement aimé, alors ça c'est un petit livre avec 2 speeches en fait qui ont été retranscrits je me demande si c'est pas un TED, je ne sais plus, mais dans tous les cas il y a aussi le danger de l'histoire unique qui vient juste après Nous sommes tous des féministes. Et alors, ce texte était incroyable. Je sais pas combien de pages il dure, il doit durer genre, je sais pas, oui il dure 20 pages et ce texte, vraiment je l'ai trouvé mais fondateur. Il a vraiment, je vais pas dire changé ma vie, mais vraiment je suis sortie différente de ce petit texte, vraiment. Donc ce texte, il parle de l'histoire unique. L'histoire unique, c'est tous ces préjugés qui, de par notre origine régionale, voilà, de par le pays dans lequel on vit, de par les médias, tous les préjugés qu'on a à propos des autres pays, des autres ethnies, des autres peuples qui ont été installés par voilà, la communication, les médias, etc. Et c'est de ça que ça parle. C'est de la déconstruction de tout ça via la lecture, via le voyage, via la communication avec des gens qui viennent de ces pays-là. Et c'était très fort. C'est vraiment un tout petit texte, mais je l'ai vraiment trouvé fondateur. Donc à lire aussi, ça coûte 2 balles. J'ai pris ça à la caisse en allant à la librairie et vraiment ça vaut le coup. Ensuite, j'ai lu Seul dans Raqqa de Hala Kodmani. L'histoire de Seul dans Raqqa, c'est Hala Kodmani qui, d'une manière un petit peu journalistique, reconstitue le printemps arabe syrien qui a eu en 2011. L'histoire de Seul dans Raqqa, c'est Hala Kodmani qui reconstitue le printemps arabe syrien de 2011 à travers les yeux de Roukia Hassan, une cyberactiviste syrienne. C'est pas le meilleur format pour moi, les formats un peu journalistiques, les formats où on s'approprie un petit peu les mots des autres.
ça a toujours tendance à me... Voilà, c'est pas ce qui me plaît le plus, mais là malheureusement Rukia n'a jamais pu écrire ce livre puisqu'elle a été exécutée par Daesh. Donc dans ce livre, vraiment on voit le mal s'installer, le mal remplacer le mal d'ailleurs, malheureusement dans le cas de la Syrie. Et c'est très réel et à la fois, vraiment, je vous assure que quand on ferme ce livre, le sentiment qu'on a, d'abord c'est d'être chanceux d'habiter dans des pays occidentaux où on a quand même la liberté d'expression et beaucoup de liberté et l'envie justement de se battre pour pouvoir conserver ces libertés-là. Et c'est en ça que j'ai le plus aimé ce livre, c'est vraiment, vous avez de la chance, faites attention à ce que vous avez, conservez-le, battez-vous pour ça, battez-vous pour la liberté. Et c'est vraiment ce que j'en ai tiré et j'ai vraiment aimé. C'était un très joli livre, ça se lit très bien, c'est très rapide, je vous conseille vraiment de le lire. J'ai lu un recueil de nouvelles de Jack London, donc il y a une femme de cran mais il y en a plein dedans, il y en a 5-6 je crois. J'ai beaucoup aimé, alors c'était la première fois que je lisais un truc de Jack London, j'ai beaucoup aimé son univers, c'est complètement différent de ce que j'ai l'habitude de lire. Donc ça se passe dans le Grand Nord américain, ce sont des récits où il y a beaucoup de brutalité, beaucoup de fatalité, beaucoup de précarité aussi. Le plus frappant en fait dans ces nouvelles-là, c'est l'impartialité et le caractère très impitoyable de la nature, où la mort est vraiment omniprésente, mais pas de manière... Enfin, de manière menaçante, oui, mais de manière finalement assez naturelle. Et ces gens, donc on suit dans la plupart des nouvelles des trappeurs, ont l'habitude de côtoyer la mort. Et c'est en ça que j'ai beaucoup aimé, c'était très substantiel en fait comme récit. Ça m'a donné envie de lire peut-être un roman de Jack London, je crois que j'en ai un à la maison, il y a mon père qui m'en avait conseillé un. Donc Jack London, je vais poursuivre mes recherches. Ensuite j'ai eu Le sumo qui ne pouvait pas grossir de Eric Emmanuel Schmitt. Ça c'était pas un coup de cœur mais je suis pas vraiment étonnée parce que les romans initiatiques, c'est une forme roman initiatique, c'est pas ma came. J'arrive pas à me mettre dedans autant que pour un roman, que pour une fiction classique. C'est l'histoire d'un jeune Tokyoïde qui est un peu perdu dans sa vie, qui rencontre quelqu'un qui va lui enseigner le sumo et grâce à ça il va pouvoir tirer des leçons de persévérance, de détermination, de force et de confiance en soi. C'est pas l'écriture la plus intense et la plus profonde qu'on puisse avoir, donc c'est vrai que moi j'aime bien, j'aime les mots. Donc forcément, c'est pas le truc qui m'a le plus plu. Mais c'était une jolie lecture, c'est sympa, c'est très léger, c'est très rapide à lire et j'ai beaucoup aimé la fin. Je trouve que la fin était vraiment très intense. Ça clôturait très bien le roman. Ça parle de reconnexion et de compréhension. Et j'ai trouvé ça très joli, j'ai trouvé ça... Voilà, j'ai beaucoup aimé la fin, rien que pour ça. Voilà, ça vous plaira certainement si vous aimez ce type de roman initiatique, les trucs très légers, très faciles à lire. Moi c'est pas ce que je préfère mais je suis quand même contente de l'avoir lu. Ensuite j'ai lu Jolie libraire dans la lumière de Franck Adrian. Donc ça c'est un livre que j'ai ramené de Belgique quand on est allé à Bruxelles. C'est pas non plus un coup de cœur, on va pas se mentir. C'était très sympa mais... Alors j'ai beaucoup aimé l'écriture de l'auteur. Il y a certains moments où il parle de livres, où il parle de lecture, on sent que le mec si tu veux c'est un amoureux des livres. Ça il n'y a absolument aucun doute. Par contre la forme du roman et l'histoire, j'ai trouvé que c'était complètement tiré par les cheveux, que c'était super bateau. C'est l'histoire d'une libraire qui lit un livre et qui se rend compte en fait que dans ce livre on raconte une partie de sa vie. Donc un événement bien précis de sa vie. Et ça, bon, ça m'a un peu... oui, pourquoi pas au final, mais... alors il y a des moments très intenses et en même temps... Il y a des moments où on se dit ça tient pas trop debout son affaire. Voilà, j'ai pas délaissé cette lecture, mais c'est pas forcément une lecture que je recommande vraiment. Ça dépend aussi de la sensibilité de chacun, on n'est pas tous sensibles à la même chose. Ensuite, je suis passée au voyage au bout de la nuit de Céline. Donc ça, c'est une lecture qui m'a pris ni plus ni moins que 10 jours. J'ai vraiment adoré ce livre, je pense que c'est l'un de mes livres préférés. C'est un langage qui, contre toute attente, est
très populaire, très accessible. Je pense que si vous n'avez pas l'habitude de lire des classiques, mais commencez par Le Voyage au bout de la nuit de Céline, c'est très très facile à comprendre. Le but de ce livre, c'est de faire une critique très acérée de la société, où on vous décrit tout ce qui est de plus noir et tout ce qui est de plus crasseux chez les gens. La première partie sur la guerre est absolument saisissante. C'est la guerre qui est complètement tournée au ridicule, à l'absurde. Ça parle de plein de choses, ça parle de prostitution, ça parle d'avortement, ça parle de médecine. Il n'y a pas beaucoup de beauté à proprement parler dans ce livre. Il y a juste un petit passage sur une péniche. C'est le moment coloré et c'est le moment lumineux du livre. Et il se démarre complètement et c'est absolument incroyable. En fait, au bout de la nuit, c'est aller au bout de ce que les gens ont de plus noir à l'intérieur d'eux. C'est pas la lecture la plus optimiste du monde. Si en ce moment vous vous sentez un peu down avec tout ce qui se passe, je vous la recommande pas forcément. C'est très 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 sombre. Mais lisez ce livre un jour dans votre vie. Ça va changer votre vie, ça va changer votre approche de la littérature et je trouve que c'est incroyable, c'est incroyable. Moi, il y a vraiment des moments qui m'ont laissé sur le carreau. Lisez-le, lisez Voyage au bout de la nuit de Céline, c'est incroyable. Le reste de leur vie de Jean-Paul Didier Laurent, c'est un livre qui parle de la mort, d'une manière assez particulière parce que dans la culture occidentale, on n'a pas l'habitude, déjà on n'a pas l'habitude de parler de la mort et en plus on n'a pas l'habitude d'en parler de manière si pragmatique, si technique. L'un des deux personnages principaux est un thanatopracteur, donc un croque-mort. Ça peut être assez particulier à certains moments. J'ai trouvé qu'il y avait néanmoins beaucoup de beauté dans ce petit roman, beaucoup de bons sentiments. Le personnage principal a une relation avec sa grand-mère qui m'a énormément touchée. J'ai trouvé que c'était un joli roman. C'est pas de la très grande littérature, ça c'est sûr. C'est très très simple à lire et je suis d'avis qu'il faut de la littérature pour tout le monde, même pour les gens qui n'ont pas forcément envie de se lancer dans une lecture très alambiquée, très compliquée. Ça se lit très très facilement. C'était une jolie lecture, c'est pas un coup de cœur intersidéral, mais c'était une jolie lecture. Si vous aimez les livres simples à lire avec une jolie ambiance, malgré la mort, c'est vrai, mais bon, je vous conseille Le reste de leur vie de Jean-Paul Didier Laurent. The Woman in the Photograph de Stephanie Butland. Ça faisait très 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 longtemps que j'avais pas été aussi touchée par un roman contemporain. Donc là pour le coup il n'y a pas plus contemporain parce que c'est sorti en 2019. Dans ce livre on suit deux protagonistes, Véronica et Erika, et ça se passe à deux époques différentes. Donc ça se passe entre la fin des années 60 et le début des années 80 et en 2018. Donc la narration oscille entre ces deux époques-là et entre ces deux protagonistes-là qui sont toutes les deux liées par un troisième personnage. Véronica est photographe, elle est spécialisée dans le féminisme, dans les portraits et la photographie de reportage pour tout ce qui est manifestations, événements, etc. Et Erika la contacte pour pouvoir organiser une exposition de ses photographies tout simplement sur le thème du féminisme. Et alors, entre ces deux femmes, il va y avoir un dialogue à propos du féminisme. Et en fait, on a l'impression que ce dialogue, il représente un petit peu un dialogue entre deux époques différentes, entre deux types de féminisme différents, avec le féminisme des années 70-80 qui était très radical parce qu'il le faut et qui était pas là pour s'excuser, et un féminisme en 2018 qui est beaucoup moins présent dans la vie quotidienne des femmes et surtout qui existe encore. Donc c'était pas du tout le but en fait des féminismes des années 70. Et donc il y a ce féminisme des années 70 qui regarde un petit peu ce féminisme qu'on a de nos jours, qui ne voit pas ce qu'il voulait y voir plus tard, et il y a aussi ce féminisme des années 2018 qui a un regard rétrospectif sur ce qui s'est passé dans les années précédentes pour pouvoir un petit peu comprendre
la situation des femmes dans le monde. Et autour de ce dialogue-là, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés, le retour de la glorification du mariage, de la maternité, la sexualisation, aussi les progrès qu'il y a eu, ceux qu'il n'y a pas eu, peut-être aussi les défauts que pouvait avoir le féminisme des années 70-80 qui était peut-être aussi un peu moins inclusif qu'aujourd'hui. Dans tout le livre, il y a vraiment un gros sentiment de sororité. C'est pas du tout un récit qui est niais. Vous savez, des fois, on lit des récits qui... on lit des fictions qui sont un petit peu engagées et du coup, dans les dialogues, on a un peu l'impression que on essaye de donner des explications au lecteur et du coup, le dialogue devient beaucoup moins naturel. Au final, là, c'est pas du tout le cas. Les dialogues sont vraiment très intéressants et les personnages sont très complexes. Il y a la féministe... qui était très radicale, très engagée. Il y a la nana qui était féministe dans les années 70 mais qui avant d'être féministe a été initiée, a été éduquée par d'autres femmes et qui a changé de vie. Et la féministe des années 2018 qui au final n'est pas vraiment féministe, en tout cas ça fait pas partie de sa vie de tous les jours. Et elle prend conscience de certaines choses, elle s'éduque en fait. C'est très caractéristique au final de tout activisme. On commence toujours plutôt par s'éduquer. Ce livre, il était magnifique, c'est terriblement bien écrit. Alors au moment où je vous parle, j'ai essayé de chercher la traduction, mais apparemment la traduction n'est pas encore disponible. Moi je l'ai lu en anglais. Tout le long du récit, la photographie, donc comme thème un petit peu fil rouge comme ça. Moi ça me parle beaucoup, j'adore la photo, j'en fais. C'est un livre qui est pas extrêmement long, c'est très complet, c'est très fourni. J'ai vraiment adoré cette lecture. Je pense que quand on aime la photo et le féminisme, c'est génial. Quand on aime juste le féminisme, quand on est féministe plutôt, c'est une super lecture. Ça pousse à la sororité, ça pousse à la tolérance, ça pousse à la compréhension. J'en attendais rien de particulier parce que c'est mon mec qui me l'a offert. J'en avais jamais entendu parler. Peut-être pour ça aussi que j'ai été agréablement surprise et que je me suis laissée surprendre surtout. Lisez ce livre, il est génial. Il me reste 50 pages avant de finir Lolita de Nabokov. J'ai vraiment hâte de le terminer. Là j'ai 1 heure, je vais essayer de le terminer. Je le termine aujourd'hui. Je vous dis pourquoi je suis aussi pressée de le terminer. Lolita de Nabokov. Je pense pas avoir besoin de rappeler de quoi ça parle, mais je vais le faire quand même au cas où. Il s'agit d'une fiction dans laquelle un homme d'une quarantaine d'années tombe amoureux d'une fille de 13 ans. J'ai voulu lire ce livre parce que j'en ai beaucoup entendu parler et parce que je le possède en plus depuis très longtemps dans un format qui est un peu à la mort moelleux là, qu'on peut pas vraiment emmener avec soi nulle part. À l'instar de toutes les personnes dont j'avais entendu l'avis sur ce livre-là, c'est très difficile d'en parler. Et tout le monde le dit, c'est très difficile d'en parler. J'ai voulu diviser mon analyse en 2 temps. Le but pour moi, c'est pas du tout de vous dire si je recommande ce livre ou si je le recommande pas, parce que clairement, je me sens pas habilitée à le recommander, vous allez comprendre pourquoi. Lolita d'abord pour moi c'est un chef-d'œuvre de fiction. C'est un récit qui nous plonge dans une réalité qu'on voit à travers les yeux d'un personnage qui a une âme malade et c'est d'une réalité absolument détonnante, immersive. C'est incroyable comme c'est écrit. La plume de Nabokov est absolument magnifique, même si pour moi elle a été assez difficile à apprécier finalement à cause de tout le sujet qu'il y a autour. Maintenant, c'est une lecture qui m'a vraiment demandé beaucoup d'énergie. C'est l'une des lectures qui me marquera le plus. C'est tellement malaisant en fait d'être dans la tête de ce pédophile qui ne se remet pas en question parce qu'évidemment on est dans sa tête. Il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de recul qui est pris, on est simplement dans sa tête et c'est très consumant parce que de tout le long du récit, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de moment où ça s'arrête, où ça retombe et en plus ça va crescendo pendant 400 pages quoi. J'étais vraiment très crispée pendant que je lisais.
Voilà, c'est une lecture qui vous habite, qui vous possède, qui vous obnubile. C'est une expérience qui est très particulière en soi. En fait, le truc avec Lolita de Nabokov, c'est que, en tout cas, j'ai pas eu l'impression qu'on condamnait catégoriquement les choses, même si en sortant de cette lecture, on est juste dégoûté, on est en colère. Et en tout cas, ça a été ma version de cette lecture. Sans hésiter, c'est une lecture qui va me marquer. Lolita, c'est un excellent exemple de ce qu'on peut faire avec des mots. J'ai jamais lu quelque chose d'aussi enrobant, d'aussi collant. Et j'arrive même pas à dire que je suis contente de l'avoir lu parce que je vous assure que contente, c'est pas du tout le mot que j'utiliserais pour définir la sensation que je ressentais tout au long de ma lecture. Vraiment, mais même mon mec m'a dit putain mais tu tires une gueule quand tu lis ça, ça donne pas envie quoi. Je sais pas si je le relirai un jour, c'est pas une lecture que je recommanderais particulièrement. Néanmoins, c'est pas une lecture dont j'ai envie de questionner l'existence parce que ça a été la question en fait quand Lolita est sortie. Est-ce qu'il faut laisser les gens lire ça? Moi je suis d'avis que oui, que c'est à ça que servent les arts, à nous dépeindre des réalités qui sont autres, qui, là pour le coup, personnellement, qui dépassent complètement ma capacité à imaginer certaines situations. Je pense que ce livre doit exister, je pense que ce livre doit être disponible. Après, il n'est pas pour tout le monde. Voilà. On est le mardi 12 mai, c'est la fin du confinement et il est temps qu'on parle de ma dernière lecture de ce confinement. J'avais décidé de lire Les Hauts de Hurlevent de Émilie Brontë. C'est un roman qui appartient au courant des romans gothiques. C'est un petit peu décrit comme les précurseurs aux romans noirs, aux romans policiers, aux romans en suspense, etc. C'est un des classiques incontournables de la littérature britannique. Moi qui suis une amoureuse de l'Angleterre, j'avais très très hâte de le découvrir. Je crois que ça m'a marqué plus que ce que je voudrais bien l'admettre. C'est l'histoire de Monsieur Earnshaw qui a 2 enfants et qui un jour revient d'un voyage avec un enfant qu'il a adopté sur la route. Ces enfants vont grandir, ils vont devenir des ados, des adultes et il va y avoir des histoires d'amour déçu, de jalousie, de vengeance, de haine. Comme ça, c'est pas forcément une histoire qui m'attirait, les histoires de elle aime un tel et lui, elle se marie avec lui et donc lui, il est jaloux, il veut se venger et tout ça. De prime abord, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. En plus, alors, tout le monde est cousin là-dedans, alors comme ça, c'est parfait. D'abord, j'ai trouvé que les personnages féminins étaient des personnages très vivants, souvent assez intelligent, avec des caractères très forts, très marqués, notamment la deuxième Catherine, donc il y a 2 Catherine dans ce truc-là. J'ai trouvé qu'elle avait vraiment ce qu'on dit en anglais on dirait unapologetic. En français on n'a pas d'équivalent, mais bon en gros elle s'excuse pas pour rien, même si elle est un peu puérile à certains moments parce qu'elle est assez jeune. J'ai trouvé vraiment que voilà, elle avait du caractère, elle avait pas ce degré de peur et de passivité qu'on retrouve souvent chez les personnages féminins dans la littérature de cette époque-là. J'ai beaucoup aimé aussi la forme. Alors c'est dû, la forme, c'est dû au roman gothique, mais dans le roman gothique, globalement, la nature prend vraiment une part prépondérante au récit. Et c'est très caractéristique d'avoir une nature qui est très déchaînée, type avec des tempêtes, des orages, de la pluie, de la neige, du froid, du vent. Et là, c'est vraiment le cas et ça instaure vraiment une sorte d'ambiance qui est très humide, qui est un petit peu hostile. Et finalement, quand le récit prend des tournures un peu plus positives, on voit que la nature est au diapason, c'est-à-dire qu'il va faire plus beau, il va faire plus doux. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment, vraiment apprécié. Mais je crois que ce que j'ai apprécié encore plus, c'était en tout cas ce que moi j'ai compris de ce récit, le message entre guillemets que j'ai cru en tout cas y déceler, c'est l'importance de l'amour pour les êtres humains, l'importance d'être aimé, notamment dans la petite enfance, et l'importance d'aimer et d'être aimé quand on est un adulte aussi. Il y a ce personnage qui est Heathcliff, qui a beaucoup manqué d'amour. Son problème, c'est l'amour, et du coup, en grandissant, il devient vraiment la dernière des ordures. À beaucoup de moments dans le récit, la question même de son humanité est remise en cause. C'est-à-dire qu'on se demande, mais vraiment,
on pose la question, est-ce que c'est un humain? Est-ce que c'est pas plutôt une espèce de démon ou une bête, un animal? Tellement il a un comportement qui est dénué de tout sentiment positif. En fait, il n'y a aucune positivité qui émane de ce mec, c'est incroyable. Et c'est un truc qu'on retrouve beaucoup d'ailleurs dans Harry Potter, vis-à-vis de Voldemort et tout. Donc bon, c'est un classique de la littérature britannique, j'imagine que J.K. Rowling l'a déjà lu. En tout cas, on explique la cruauté de Voldemort par justement son manque d'amour, le fait qu'il était orphelin, qu'il n'a pas eu de parents, etc. Et globalement, j'ai beaucoup aimé les personnages qui sont tous très vivants, très attachants. Même les personnages négatifs, je les ai trouvés tous attachants d'une certaine manière. Et il y a très peu de descriptions en fait dans ce récit, à part la tempête et en gros à part la météo. Il n'y a pas de grande description des maisons, même des habits. On est vraiment focal sur les personnages et j'ai trouvé que vraiment ça nous rapprochait d'eux. Et j'étais plus curieuse de découvrir le destin des personnages en continuant ma lecture que de découvrir vraiment la finalité de ce qui allait se passer vis-à-vis de toutes ces relations amoureuses là. Et voilà, donc c'était ma dernière lecture. Voilà, c'est tout pour ces lectures de confinement. En tout, j'en ai lu 10 en 2 mois. C'est pas énorme, mais bon, pendant ce confinement, j'avais aussi toujours mes études à suivre, donc j'ai pas eu autant de temps que ce que j'aurais voulu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu, ce que vous avez aimé. Peut-être qu'on a eu des lectures en commun. Qui sait? Et moi, je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Ciao!